À l'aide d'un simple joystick, le fondateur de la Comex pilote l'engin du bout des doigts. Profondeur 70 mètres, 70 mètres. Ok, bien reçu, Rémora, bien reçu. Oh, incroyable poisson-lune. Ça alors là, mon vieux. Ah, comme il est beau. Extraordinaire. Ça, c'est une rencontre quand même totalement inattendue. Ah oui, oui, c'est bon signe. C'est fou. C'est le gardien de l'épave. Oui, c'est le gardien. La dernière fois, il n'y était pas, j'étais très étonné. En surface, on prépare l'immersion du ROV, un robot filaire télécommandé équipé de caméras. Il est le complément indispensable au travail du Rémora. L'archéologie sous la mer, à des profondeurs où la plongée autonome s'avère impossible, nécessite l'emploi d'engins ultra spécialisés. Pour info, le ROV est à l'eau, le ROV est à l'eau. La position du Rémora, contrôlée par satellite, est alignée sur celle de l'épave dont les coordonnées précises ont été relevées précédemment. Posé à 100 mètres sous la surface de la Méditerranée, changement radical d'atmosphère et de lumière, du bon usage de la technologie pour remonter dans le temps. Le Rémora, cette petite bulle excessivement confortable qui se déplace d'une manière très discrète et délicate, sans jamais toucher la moindre renfort, et puis ce robot piloté de la surface. Voilà, de Minibex, pouvez-vous descendre de 1 mètre? Sincèrement, c'est insensé. Un tumulus de combien d'épaisseur à ton avis? Hauteur environ 1,50 m à 2 mètres. Longueur 20 mètres, largeur un peu moins de 10 mètres. Et donc une surface de 200 mètres carrés. Le plus extraordinaire, c'est que ça sert maintenant de refuge à la faune marine. On a l'impression que pratiquement chaque amphore est habité d'un congre ou d'une murène. Il y a des pieuvres et des homards dans tous les coins. Petit îlot comme ça de vie à 100 mètres de profondeur. Vous avez visité des épaves jusqu'à quelle profondeur avec le Rémora? Avec le Rémora, voyons, la plus belle qu'on ait trouvée, c'est dans les 450 mètres. Regarde les belles langoustes. Vous l'avez découvert comment, Henri Germain? On l'a découvert en cherchant l'avion de Saint-Exupéry. Nous avons trouvé 7 épaves. Celle-là, nous l'avons baptisée entre nous Titanic parce que c'est la plus grosse. Et elle est absolument intacte. Hein. Alors, visiblement, c'était un bateau de transport. On n'a aucune idée pour l'instant de la raison pour laquelle il a... Non, elle est loin de tout récif, de tout écueil, loin de la côte, mais près de Marseille. Alors, est-ce une arrivée par Gros Mistral? Est-ce un coup de piratage? Il doit bien y avoir une autre raison que le mauvais temps, parce qu'une telle concentration, tu vas me dire, il y a aussi plusieurs siècles de commerce, hein, puisque deuxième avant Jésus-Christ, deuxième après, ça fait 400 ans. Alors cette épave, ça fait pratiquement une épave tous les 50 ans. C'est pas énorme. C'est raisonnable. Magnifique. On ose à peine s'approcher de peur de commettre un sacrilège. Ce trésor épargné par le temps, témoignage d'une époque où la navigation était excessivement intense sur les côtes de l'ancienne Gaule. On fait un petit tour? Oui, allez. Je vais essayer d'appeler Luc pendant ce temps. Surface pour Nicolas. Ouais, Nicolas, je te reçois, à toi. Luc, qu'est-ce que l'on connaît aujourd'hui de l'histoire de ce bateau? Par la forme des amphores qui constituent le chargement,
Il s'agit sans doute d'un naufrage d'un navire qui transportait du vin et qui s'est produit vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Visiblement, le bateau contient plusieurs milliers d'amphores, au moins 2000 amphores, mais ça c'est simplement ce qu'on a vu sur les images du tumulus de surface. On ne peut pas savoir combien de couches il existe encore dans le sable, je dirais. Il est clair que les structures du bateau et peut-être les vestiges des marins doivent exister sous le sable, ce qui engagerait bien sûr pour les archéologues un chantier important, surtout à cette profondeur-là. Dis-moi Luc, est-ce que pour toi c'est une épave exceptionnelle, trouver des amphores aussi bien conservés, ou c'est quelque chose de courant pour toi? Le chargement en soi n'est pas exceptionnel. Ce qu'il est sans doute, c'est la qualité de conservation du site, puisqu'il est effectivement profond et qu'en conséquence, il n'a pas eu de dégradation particulière qui serait l'œuvre de son principal prédateur, qui est l'homme en général, soit par le pillage que les plongeurs ont pu exercer sur des épaves moins profondes, soit par la dégradation qui est liée au chalutage sur des épaves à cette profondeur habituellement. Donc là, on a affaire à une épave qui est très très bien conservée, où tous les objets sont encore en place, et ça, effectivement, c'est exceptionnel et ça n'a pas de prix pour les archéologues. À toi. C'était des bateaux qui naviguaient à vue ou qui avaient déjà des instruments de navigation? Pour l'essentiel, ils naviguaient en bordure des côtes, c'est-à-dire à vue des côtes, qui leur servaient effectivement de repère. Il est clair pourtant qu'un bon nombre de ces bateaux, les plus gros d'entre eux, traversaient la Méditerranée et à un moment donné ou à un autre, ils perdaient effectivement tout repère. Alors on sait qu'ils s'aidaient beaucoup la nuit grâce aux étoiles, et qu'ils avaient une bonne connaissance de ce bassin méditerranéen, puisqu'il existait déjà à l'époque romaine un certain nombre de relevés cartographiques qui laissent penser évidemment que la connaissance du territoire était relativement bonne déjà pour l'époque. C'est quoi la bouteille là? C'est du verre là, non? Bouteille de bière, tu reconnais? Alors, il faut le laisser pour les archéologues du 3e millénaire qui auront un problème chronologique grave à régler à ce moment-là. Ouais, message pour Nicolas. Il faudrait voir peut-être si toutes les amphores du chargement, comme je le pense, mais encore faut-il le vérifier, sont bien standardisées. Je proposerais que tu en prélèves 2 au moins pour qu'on puisse effectivement établir des comparaisons. À toi. Ok, bien reçu. On va s'approcher du tumulus au contact et on va tâcher de te choisir 2 amphores distinctes. Et 2 belles. Et 2 belles. Après avoir idéalement placé le submersible à quelques dizaines de centimètres des amphores, le pilote déploie le bras robotisé équipé d'une puissante ventouse. Henri Germain Delauze manœuvre de main de maître dans ce décor irréel violemment éclairé par les projecteurs. Quelques minutes suffisent pour déposer dans un panier, avec les égards qui lui sont dus, la vieille dame de céramique noyée depuis 2200 ans. Comme le souhaite Luc Long, une seconde amphore, située à quelque distance de la première, est à son tour capturée. Ces pièces inestimables, englouties par la mer et protégées par elle, semblent dans un remarquable état de conservation. Encore quelques minutes, et les 2 amphores reverront la lumière du jour après un sommeil durant lequel l'humanité a subi bien des bouleversements. Quant au vin que contenaient ces jarres, pour en imaginer le goût, sans doute faut-il relire les poèmes d'Homère, car personne aujourd'hui ne pourra jamais plus en apprécier le vrai bouquet. Sur le pont du Minibex, Luc Long et le chef sous-marinier guettent l'apparition des reliques avec une fébrilité compréhensible. Elles ne sont pas cassées. C'est bien.
Ah mon cher Popov. Bon, patron. On va bien. Tu vois, ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est la clarté de l'eau. La clarté de l'eau. Avec quoi, là Exceptionnel pour toi, mon cher. Ici, dans cette région, il n'y a pas un mètre carré qui a pu vous échapper. Non, je pense pas. Celle-là, par exemple, quand tu l'as vue au sonar, t'as pas eu de doute. Attends, j'ai hâte de voir On va voir les enfants. les amphores de près. Tu vois, Henri Germain m'avait prévenu qu'à travers la vitre, on voyait les choses beaucoup plus petites. C'est très grand, je voyais pas ça du tout aussi grand. Ça fait quelle taille à peu Ça près? fait près d'un mètre, hein, en fait. Et ça pèse combien, ça? Ouais, elles font 30-35 kilos, Ah oui. vide. Et pour un Pour volume de un combien? volume de celle-ci de faire 20 litres. Et la contenance va se fixer dans les années qui vont suivre, à cette époque, autour de 26 litres au maximum. Ah oui, ce qui fait que rempli, ça faisait ses 60 kilos sans problème. Voilà. Ça a été une unité de mesure. Oui, alors lorsqu'on arrive à 26 litres, c'est effectivement l'amphora qui ne désigne pas seulement pour les Romains l'objet en terre cuite, mais aussi une unité de jauge. Donc on va dire un bateau de 300 amphoras, etc. Et c'est curieux puisque c'est le tonneau qui remplacera l'amphore et qui continue aujourd'hui encore à servir de jauge pour les bateaux. C'était les deux amphores que tu voulais? Tout à fait, alors c'est bien justement que tu aies prélevé deux puisqu'on se rend compte qu'elles sont différentes. Alors c'est la même signature, hein, c'est le même atelier, on le voit à la corolle, là, la lèvre en fait, qui est absolument identique. Ça, c'est la facture du fabricant. à peu Oui, c'est près. ça. Mais on se rend compte que l'une est beaucoup plus fuselée que l'autre. Donc il y a deux espèces, deux variantes, peut-être deux commandes différentes ou deux séries d'ateliers qui appartiennent sans doute en tout cas au même propriétaire. Et elles étaient colmatées comment? Alors on mettait, les Romains installaient un bouchon en liège. Alors on a retrouvé un fragment lorsqu'on a vidé les amphores tout à l'heure. Ça, là. Voilà, il reste un petit quart, je dirais, du bouchon en liège qui était donc installé en force à l'intérieur et qui était recouvert ensuite par un ciment de puzzolane, de chaux, qui servait donc de ciment et sur lequel d'ailleurs le négociant, qui n'est pas toujours le fabricant, pouvait imprimer sa marque. Alors, en tout cas, ce qui est amusant, c'est que ça met en lumière une chose qu'on avait probablement oubliée ou même jamais su, c'est qu'on a passé combien de siècles à importer du vin des Romains? Les Romains vont commencer à importer du vin en Gaule à partir de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Étrusques l'avaient fait avant eux. Oui, au VIe siècle, mais en quantité, je dirais, limitée. Là, les Romains vont faire des affaires énormes, en fait, en Gaule. Diodore Sicile, qui est un contemporain de César, écrit que les chefs gaulois sont prêts à échanger contre une amphore de vin leurs propres esclaves, leurs propres serviteurs. Ah oui, donc faut ça a imaginer. eu un succès immédiat. Tout à fait. Un franc Et succès. c'est pour cette raison d'ailleurs que les Romains vont très vite éditer une loi qui interdira aux sénateurs romains de faire commerce de plus de 300 amphores par bateau, pour éviter que, au taux d'un esclave contre une amphore, ils ne deviennent les maîtres de la République. Ce bateau, il allait où à... Vraisemblablement sur Marseille, hein, puisque là on est très proche de la grande capitale, et c'est là qu'on a le plus grand centre de, je dirais, de consommation, mais aussi de redistribution de ce type de produit. Le Minibex va rejoindre son port d'attache. Sa route jusqu'à Marseille longera les Calanques, impressionnant massif dont la formation remonte au Jurassique et au Crétacé. Environ 80 000 ans avant notre ère, la Terre est soumise à un climat extrêmement froid. Les calottes glaciaires s'étalent jusqu'en Europe. Le niveau des océans baisse de 120 mètres. Au cours des millénaires suivants, le climat va lentement se réchauffer. Les glaciers fondent et le niveau des mers remonte inexorablement. La Méditerranée envahit les profondes entailles que les cours d'eau avaient creusées. Puis les choses se sont stabilisées, il y a un peu moins de 12 000 ans, pour offrir le spectacle des Calanques que l'on connaît aujourd'hui. Ce bateau pneumatique se dirige vers le pied de la falaise du cap Morgiou. À son bord, Nicolas Hulot est en compagnie de Jean Courtin, directeur de recherche au CNRS, préhistorien et plongeur. En 1985, le scaphandrier professionnel Henri Cosquer découvre par hasard, 37 mètres sous le niveau de la mer, au pied de la falaise, l'entrée d'un boyau noyé qui va le mener à une grotte ornée sous-marine, unique au monde. Morphologiquement et géologiquement, le paysage était le même. Pas très différent, il y avait peut-être un peu moins d'éboulis puisque L'érosion était... l'érosion a été intervenue.
Et la végétation, évidemment, était très différente, très abondante, avec une forêt dense de pins sylvestres, de genévriers. Et là-dedans vivaient les bouquetins et les chamois. Il y avait des chamois dans les calanques. Et puis le fond de la vallée, maintenant noyé, c'était une prairie avec un petit torrent ou un petit cours d'eau au milieu. Et là, devaient venir s'abreuver les chevaux, les bisons, les cerfs géants. À quoi ressemblait la planète au niveau de l'expansion de l'homme, de la densité, par exemple, dans l'emplacement de l'actuelle France? Il y a eu des estimations de fait par de grands scientifiques comme le professeur Loigroix qui estimaient la population de l'Hexagone à cette époque à 20 000 habitants. Il y avait de la place pour tout le monde. Oui, on n'avait aucune raison d'aller empiéter sur le territoire des autres. Absolument. C'était des nomades? Oui, certainement des gens qui en tout cas, pas vraiment des nomades, mais des semi-nomades, qui à partir de camps de base établis dans des zones privilégiées comme ici, à l'abri des Vosges du Nord, près de la côte, suivaient les déplacements des grands troupeaux d'herbivores. Parce que la température à cette époque glaciaire, c'était quoi? On peut imaginer la Provence avec le climat actuel de la Norvège, par exemple. Oui, avec C'est ce des qui s'en étés rapproche raisonnables le et plus. des hivers assez rigoureux. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Quand tu étais plus jeune et que tu gambadais sur les calanques, tu as imaginé un seul instant qu'un jour, sous le calcaire, puisse y avoir de telles richesses? Absolument pas. Je n'aurais jamais imaginé que sous la mer, il y ait de telles merveilles, parce que c'est un peu un conte de fées, la grotte Cosquer. Oui, puis il faut quand même rappeler que c'est la première, et jusqu'à preuve du contraire, la seule grotte qui est de l'art pariétal en Provence. C'est la première dans tout le Grand Sud-Est. Ensuite, il faut aller jusqu'en Italie pour trouver quelques gravures dans des grottes de la Riviera. Ce que l'on va voir représente quoi? Probablement un tiers? Un tiers, peut-être un quart même, de ce qui originellement a été gravé et peint dans cette grotte. C'était un sanctuaire exceptionnel. Ce qui fait que si on tient compte de l'ensemble du volume initial, ça la met à parité avec les grottes les plus célèbres. À la parité avec des grottes comme Lascaux, où il y a plus d'1 millier de figurations. J'imagine que la première